je vais aller tout droit. Hein. Voilà, je vais aller directement sur le sujet de ce matin, le leadership féminin dans l'économie africaine, les enjeux et les solutions. Qu'est-ce que c'est à Oui. Dites-nous si vous voulez qu'on passe les slides. On peut y aller, hein. Et dites-nous, vous pouvez passer les slides. Oui. Vous pouvez y aller. Pardon? En fait, j'éteins mon micro. Je vais plus parler parce qu'il faut que j'éteigne mon micro. Mais allez-y, c'est bon, on vous entend très bien. Donc, allez-y. D'accord. Alors, au sommaire, nous allons parler de la perception mentale et sociologique de la notion de management, de l'appropriation du management au féminin en Afrique, les éléments clés d'une démarche managériale de la femme africaine. Alors, le concept ou l'approche du leadership féminin se décline pour la plupart du temps sur deux concepts qui semblent être complémentaires. Il y a l'exercice du pouvoir qui est pris dans un sens politico-culturel et complexe, et le management dans toute sa dimension pratique et matérielle. Il s'agit ici de manière plus simple d'avoir un regard croisé sur l'aspect genre, mais bien plus encore, de mettre en relief les particularités régionales et contextuelles, selon que ce pouvoir acquis et exercé s'applique par une femme africaine sur le continent africain. En somme, le management. Comment éclairer une notion aussi complexe? Le mot management a une notion assez ambiguë qui semble aisément se matérialiser dans l'esprit humain à travers des assimilations de mots ou des réalités qui décrivent finalement tous les mêmes concepts. Que ce soit dans l'univers politique, professionnel ou familial, par exemple, les convergences respectent presque toujours cette construction mentale et témoignent de l'existence même de cette notion au sein des deux sphères. Alors, selon la perception mentale, nous avons ici deux univers, l'univers professionnel et l'univers familial. Au niveau de l'univers professionnel, nous trouvons un chef qui est un individu, et c'est la même chose dans l'univers familial. Le chef est représenté par le parent. Dans l'univers professionnel, nous avons une équipe, c'est-à-dire un groupe de personnes inférieures, pas dans le sens péjoratif. Du côté de l'univers familial, nous avons une équipe qui est composée par les enfants. Ensuite, dans l'univers professionnel, nous avons des réunions, c'est-à-dire des activités qui sont dirigées par un chef. Nous pensons que dans nos familles aussi, il y a des réunions qui peuvent être des réunions de famille. Ensuite, il y a une organisation, c'est-à-dire une orientation qui est donnée par un chef. Nous pensons que dans l'univers familial chez nous aussi, il y a une certaine organisation. Dans l'univers professionnel, il y a une entreprise ou une usine qui est un lieu de déploiement. Au niveau de l'univers familial, c'est la maison qui est ce lieu de déploiement. Ensuite, il y a des résultats, c'est-à-dire des exercices qui sont présentés par un chef. Au niveau de la famille aussi, nous retrouvons des résultats. Enfin, il faut suivre et contrôler. Et cette méthode est impulsée par un chef. Donc, le management, en réalité, renvoie ainsi à une activité menée par un individu fort ou alors charismatique, qui est à la tête d'un groupe logé ou localisé dans un environnement distinct et qui impulse
une dynamique coordonnée et réelle à travers des actions précises pour un résultat ciblé. Donc là, nous venons de voir une perception mentale. Maintenant, d'un point de vue sociologique, par contre, d'autres réalités entrent en compte et cette notion devient plus complexe en fonction des canons d'analyse et particulièrement du genre. Nous avons pris ici le cas de la femme africaine et de la femme occidentale. Donc nous avons un chemin où nous sommes dans l'univers traditionnel africain. Nous constatons bien qu'il y a un chef de famille qui est l'homme. Et ensuite, l'homme délègue certains pouvoirs à la femme. À partir de ce moment, la femme concentre un certain nombre de pouvoirs et c'est la femme qui interagit avec les familles parentales qui sont les belles familles et la famille. Et la femme interagit en même temps avec la société traditionnelle où nous retrouvons les chefs et les patriarches. En même temps, la femme interagit avec la famille nucléaire qui est composée par les enfants. Et de l'autre côté, elle interagit ou elle intervient dans la société culturelle où nous retrouvons les associations de familles, d'amis et même des associations religieuses. Enfin, la femme prend sur elle toutes les autres activités qui sont les activités qu'elle réalise au niveau de la maison et pourquoi pas au niveau professionnel. Nous avons essayé de faire un parallèle par rapport à la femme occidentale. Et là, nous constatons que depuis le Moyen Âge, la femme occidentale avait déjà des droits qui lui étaient reconnus, tels que le droit à l'héritage. Il y avait l'indissolubilité du mariage. Et nous voyons que tout cela, par exemple l'indissolubilité du mariage, partait de la pression que faisait l'Église à l'époque. Ensuite, il y avait l'exercice du pouvoir politique, militaire, religieux. Il y a des femmes qui se sont distinguées à cet effet. Nous connaissons l'histoire de Jeanne d'Arc, d'Alénor d'Aquitaine, et même au sein de l'Église, il y a Sainte Geneviève qui a joué un très grand rôle. À la Renaissance, et au-delà des précédents droits, il s'est ajouté le pouvoir culturel et politique. Là aussi, nous connaissons la contribution d'Isabelle de Castille et de Sainte-Thérèse d'Avila. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a eu la mutation des problématiques liées à la femme. Nous connaissons la contribution de Christine de Suez. Et au XIXe siècle, nous avons commencé à parler de la vie ouvrière, où les droits de la femme sont réclamés au même moment que les avantages socialistes. Et de l'autre côté, nous avons les intervenants. Et en 1888, il y a la convention fondatrice de l'International Council of Women. En 1930, la domination du mari est supprimée et les femmes ont le droit à l'avortement. En 1968, il y a la création du National Organization of Women qui autorise la femme mariée à sortir du carcan familial. Et en 1968, il y a la création du mouvement de la libération de la femme. Et enfin, en 1975, il y a l'ONU qui décrète l'année de la femme. Et nous avons vu que les droits de la femme deviennent un enjeu. Et il a institué la Journée internationale de la femme. En fait, c'était juste pour faire un parallèle entre la femme dans le contexte africain et dans le contexte occidental. Maintenant, nous allons aborder la partie sur l'appropriation du management au féminin en Afrique. Donc, si nous nous projetons dans le temps, je vais dire le temps présent,
À ce jour, nous constatons que l'idiosyncratisme de la femme africaine se compose de plusieurs élans qui modèlent et façonnent son expérience managériale. En somme, la femme est une auxiliaire du pouvoir. À partir de ce moment, elle a la capacité d'anticiper et de s'adapter aux incertitudes. Nous prenons le cas dans nos familles où la femme doit anticiper au niveau de la maison parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que le beau-père va débarquer et il faut qu'elle reçoive avec le sourire. Elle doit avoir la capacité d'engager, d'interagir avec les différents niveaux. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'elle interagisse avec la belle famille, avec la société traditionnelle et tout ce que nous connaissons comme famille élargie. Il faut une certaine intégration des différentes formes et sources de connaissances. N'oublions pas qu'il y a la sagesse africaine qui façonne la femme dès son bas âge. Et en ce temps aussi, il y a l'école des Blancs, comme nous l'appelons. Donc pour la femme africaine, il y a cette sagesse africaine et cette école des Blancs qui la façonne aussi. Et moi je dirais qu'il lui donne certaines aptitudes. La femme doit aussi avoir des moyens habiles pour naviguer dans des situations complexes et maintenir l'équilibre. Donc là, je vais prendre juste un petit exemple. Il y a des hommes qui disent à leurs femmes, bon, que tu sois directeur ou je ne sais pas quoi, moi je ne mange pas la nourriture de la bonne ou de la domestique. Donc, la femme, quel que soit son niveau intellectuel, est obligée soit de se lever tôt le matin, de faire la cuisine parce que quand monsieur va rentrer, il faut qu'il trouve que madame a fait la cuisine, ou alors quand elle rentre le soir, même si elle est fatiguée, il faut qu'elle dresse la table, qu'elle fasse à manger pour son mari. Ensuite, il y a le maintien de la diversité sociale et familiale. Chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus au Cameroun, parce que je suis camerounaise, il y a des mariages intertribaux. Ça veut dire que vous allez épouser quelqu'un qui n'est pas forcément de votre tribu. Et vous êtes obligé de maintenir un certain équilibre. Disons, ou alors c'est monsieur qui avant le mariage avait d'autres enfants, ou alors ce sont des cousines ou des neveux qui doivent venir vivre à la maison avec vous, la femme africaine est obligée de gérer tout cela parce qu'elle a ce pouvoir-là, justement. Ensuite, il y a les innovations institutionnelles dans différents contextes. Il fut un temps où la femme ne pouvait pas sortir du pays sans l'autorisation maritale. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces temps-là sont révolus. Donc, pour dire que la femme aujourd'hui est obligée de s'adapter à toutes ces évolutions. En somme, la femme africaine, comme auxiliaire de pouvoir, doit chercher à se organiser et à s'adapter pour réussir un certain projet de vie. Maintenant, qu'est-ce qui singularise la femme manager africaine? Si nous retenons que manager, c'est l'action de conduire, diriger et, excusez-moi, et entraîner de manière contrôlée et équilibrée les ressources pour un résultat escompté, nous avons devant nous une certaine illustration, nous disons, qui décrit le prototype de la femme manager africaine. En fait, la femme manager africaine est plurielle parce qu'elle se sent à l'aise dans l'administration, dans l'entreprise, au sein de l'association et même au sein de la famille. Bon, nous commençons par les différentes images. La lettre A, bon, nous constatons qu'elle se marie, bien sûr. Ensuite, au B, elle fonde une famille, elle a un foyer, elle commence à faire des enfants. Il faut qu'elle fasse le ménage, il faut qu'elle amène les enfants à l'école, il faut qu'elle fasse la cuisine, le ménage et j'en passe.
il faut qu'elle organise des voyages pour elle et pour la famille. Il faut qu'elle s'occupe de ses parents et de ses beaux-parents. Il faut évidemment qu'elle se distraie. Et il faut en même temps qu'elle puisse diriger une entreprise. Il faut qu'elle gère les ressources de la famille. Il faut qu'elle s'occupe de la famille au sens large. Et pendant ce temps, elle a aussi des sollicitations au niveau de l'Église. Parce que chez nous au Cameroun, c'est quand on peut être impliqué dans les associations que j'appellerais religieuses. Maintenant, si nous allons voir quelles sont les forces et les faiblesses de ce management, nous nous rendons compte qu'en ce qui concerne les forces, sur le plan de la culture, il y a l'éducation familiale qui joue un très très grand rôle. Évidemment, il y a l'éducation chrétienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis il y a la vie familiale. Donc ces trois points viennent donner beaucoup d'assurance à la femme africaine. Maintenant, sur le plan social et professionnel, évidemment, il y a la formation académique et puis il y a l'expérience associative. Il faut remarquer qu'au Cameroun, beaucoup de femmes font partie des associations où elles acquièrent quand même une certaine expérience. Maintenant, sur le plan politique, nous constatons qu'il y a de plus en plus un engagement partisan. Et beaucoup de femmes ont émergé sur ce plan-là, émergé sur ce plan. Je prendrai juste un exemple que tout le monde connaît au Cameroun. Mon père, son âme, je pourrais citer avec fierté l'honorable François Souni, qui vraiment s'est fait distinguer sur le plan politique au Cameroun. Évidemment, qui parle de force, parle aussi de faiblesse. Et là, sur le plan culturel, il y a l'aliénation des valeurs occidentales. En fait, la femme africaine aujourd'hui ne sait pas trop faire la différence au sein de son entreprise quand elle a comme collaborateur un patriarche ou un chef. Bon, autant sur le plan professionnel, vous allez le considérer comme un collaborateur, mais quand vous partez de cet environnement-là, au village ou au quartier, vous allez vous retrouver face au chef ou face au patriarche. Et là, justement, il faut faire très, très attention. Ensuite, il y a l'intolérance religieuse. Quand nous nous rendons compte que dans nos entreprises, nous avons des collaborateurs qui sont musulmans et qui doivent faire leur prière 5 fois par jour, il faut voir, hein, vous nous dites de ne pas aller faire sa prière. Bon, on pense beaucoup plus à laisser le collaborateur aller prier. Et il y a le manque de repères que j'appellerais sociologique. Là, je vais beaucoup insister sur l'aspect vestimentaire. Nous faisons attention à ce que nous mettons quand nous allons travailler. Nous ne pouvons pas nous habiller n'importe comment, parce que dès le bas âge, nous avons reçu une certaine éducation qui ne nous permet pas d'aller travailler en minute, juste en fait d'avoir une tenue vestimentaire correcte. Maintenant, sur le plan social et professionnel, il y a le déploiement en fonction du genre. La femme qui est chef d'entreprise penserait peut-être qu'il faudrait favoriser la femme. S'il y a 5 postes de cadre, il faudrait peut-être qu'il y ait 2 femmes qui occupent ces postes et que 3, ou alors vice-versa. Or, il faudrait comprendre que c'est plutôt la capacité ou l'aptitude à occuper le poste. Bon, c'est vrai. À poste égal, salaire égal. Donc, pour conclure, je dirais que la femme africaine a beaucoup d'atouts et beaucoup d'aptitudes à gérer. C'est vrai que sur le plan politique encore, la femme africaine manque d'assurance. Elle manque même de confiance en elle-même. Pourtant, la femme africaine a beaucoup de potentialités et beaucoup d'aptitudes à être un vrai manager. Merci.
beaucoup. Merci Colette pour cette intervention qui, malgré les soucis techniques, est très instructive. Donc je vais vous poser deux petites questions. Alors, la première, c'est est-ce que Emploi Service prend des mesures justement pour favoriser les carrières des femmes? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Allô? Je n'ai pas bien saisi votre question, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Alors, est-ce que Emploi Service prend des mesures pour favoriser l'emploi des femmes? Bien sûr que oui. Je prendrai le cas du management. Quand nous commençons nos activités en 1994, donc c'était il y a plusieurs années, nous avons commencé avec une femme. Et aujourd'hui, au niveau du management, je dirais que ce sont les femmes qui sont à la tête des finances et de la comptabilité. Ça voudrait tout simplement dire que c'est une femme qui est sous-directeur de la finance et de la comptabilité. C'est une femme qui est à la tête du contrôle de gestion. En fait, c'est une femme qui seconde le sous-directeur qui s'occupe des finances et de la comptabilité. Au niveau de la division de l'exploitation, c'est une femme qui est chef de division adjoint à l'exploitation. Maintenant, si nous allons aux ressources humaines, il y a au moins 3 ou 4 femmes qui sont chefs de bureau. Mais si nous les favorisons, c'est parce que nous avons trouvé en ces femmes-là des aptitudes, des compétences. Parce que ce n'est pas une fleur que nous leur faisons. Et bon, je le dis souvent, il faudrait que la femme s'affirme et qu'elle prouve qu'elle peut faire autant que l'homme. Donc, peut-être que la parité n'y est pas encore, mais au fil des ans, c'est un aspect que, comment dire, nous intégrons dans notre fonctionnement. D'accord, merci. Il y a aussi beaucoup de remarques liées aux représentations socioculturelles. Et là, j'ai une question justement qui porte là-dessus. Dans l'univers traditionnel africain, quel rôle l'homme délègue-t-il à la femme? Est-ce que c'est important que ça change? Pardon? Et oui, pourquoi? Je disais, dans l'univers traditionnel africain, quel rôle l'homme délègue-t-il à la femme? Est-ce que c'est important que ça change? Et si oui, pourquoi? Moi, je pense, hein, comme je l'ai démontré tout à l'heure, l'homme délègue pratiquement tout à la femme. Bon, nous avons l'impression que l'homme, lui, va chercher de l'argent, et puis le reste, bon, c'est la femme qui gère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui s'occupe de la belle famille, de ses parents, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui s'occupe de ses associations, c'est elle qui organise des réunions de famille. Moi, je pense que cette délégation-là, il faut qu'elle continue. En fait, il y a une contradiction. L'homme fait confiance à la femme, lui délègue certains pouvoirs qui sont très, très, très importants. Et en même temps, je ne comprends pas pourquoi les hommes disent que les femmes ne sont pas à la hauteur. Pour moi, c'est une contradiction. D'accord, merci pour cette réponse. Joël, du coup, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques les objectifs rapidement de l'e-formation.